Alors donc déjà on va faire une initiation donc, à la carte microbit. Je vais m'appuyer sur le cours que je fais à mes élèves. Donc vous allez le trouver sur le site votrecours.fr. Donc tout ce que je vais dire, toutes les activités, tous les cours vous allez les retrouver au format PDF sur votrecours.fr. Vous allez voir, seconde et si, vous rentrez dans ce répertoire et vous aurez tout ce qu'on va dire sur la carte microbit. Voilà. Ça ne touche pas que les secondes, puisqu'en fait, je me fais jusqu'en terminale. Donc là, c'est la présentation de la carte. Donc là, je parle en priorité de la carte version 1. Vous avez la version 1 et la version 2. Sur la première carte, cette carte, elle intègre un microcontrôleur qu'on peut programmer soit en bloc, soit en Python. Donc là, j'explique en général ce qu'est un microcontrôleur, où c'est qu'on le trouve, l'architecture, ça vous pourrez le regarder. Et je fais aussi l'analogie entre un microprocesseur et un microcontrôleur, la différence. Et pourquoi j'ai choisi cette solution par rapport à Arduino. Hein, là, ici, je compare les deux cartes, l'Arduino et la microbit. On voit que la microbit, effectivement, travaille avec une architecture 32 bits. On a beaucoup de capteurs qui sont intégrés. Vous avez deux boutons, le bouton A et le bouton B, qui sont déjà sur la carte. Hein, on a des capteurs et des détecteurs. Vous avez un capteur température intégré. Ce capteur température, il permet de mesurer la température du microcontrôleur. Vous avez un capteur, vous avez donc une matrice de LED ici, qui peut servir à faire un capteur de luminosité. Donc ça veut dire que si vous pouvez détecter la luminosité de la pièce, il sert aussi donc, pour afficher du texte ou des informations. Vous avez intégré donc un capteur d'accélération, un accéléromètre 3 axes, et vous avez un capteur champ magnétique. Tout ça, c'est intégré directement dans la version 1. Dans la version 2, vous avez en plus un micro qui va permettre de récupérer des signaux audio. Et un haut-parleur. Alors ça, c'est effectivement, après, si on parle des actionneurs, donc là maintenant on parle sur les actionneurs, on arrive sur, donc on a une matrice 25 LED, 5 sur 5, et sur la version 2, on a effectivement le haut-parleur qui permet d'envoyer des signaux audio en externe. Vous avez en termes de communication donc, un module radio qui permet de communiquer, c'est un module qui est quand même propriétaire, qui permet de communiquer entre plusieurs cartes microbits, et un module Bluetooth qui permet de communiquer avec votre smartphone. Donc on voit effectivement les petits avantages de la carte microbit par rapport à la version concurrente Arduino. Mais aussi on voit qu'en programmation, on peut programmer en Python. En Python, ça c'est vrai que... alors c'est vrai qu'il y a un gros avantage de l'Arduino, c'est qu'il est implanté depuis longtemps, donc on a une documentation et beaucoup d'exemples. Donc là on a par rapport à microbit qui est quand même voilà, qui a quelques années. Mais on commence à voir des constructeurs qui fabriquent de plus en plus de modules. Alors là, je vais vous en présenter un. Par exemple, on a un module sur lequel on peut travailler sur des feux de stationnement. Donc c'est un module où on va mettre la carte, on va la fixer avec des visseries et on va pouvoir aller programmer un feu tricolore, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui vaut... Il faut voir que la carte vaut 20 €. Hein. C'est pas très cher. Vous avez un module qui permet de simuler un interrupteur crépusculaire. C'est-à-dire, vous avez ici un capteur de luminosité et vous avez donc un éclairage. Cet éclairage peut être piloté par la luminosité ambiante. Donc ça, voilà, pour mes élèves, ça c'est nickel. Vous avez un autre équipement qui permet de gérer une barrière, donc un moteur, permet de baisser ou lever une barrière. Vous avez un autre truc sympa, c'est une montre. Carrément, on a un bracelet qui intègre la carte microbit. Ça, on s'en est servi pour faire une activité dans le sport, pour faire des balises. Hein. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal déjà de modules. Vous avez même des petits robots. Des petits robots qui sont, voilà, qu'on peut monter, qu'on peut assembler, où vous mettez la carte microbit dedans. Donc, ensuite, ce qui est assez sympathique aussi, c'est d'avoir une platine d'essai. Donc vous avez une platine d'essai avec un petit circuit qui permet de plugger sa carte microbit dedans, de relier sur la platine d'essai et de faire ces petits montages électroniques.
D'ailleurs, on va utiliser tout à l'heure une platine d'essai et vous allez programmer un feu tricolore. Voilà. Dans la séance, vous allez faire, on va essayer d'aller assez vite, vous allez faire un objet connecté en 1 heure. OK? Alors, on va commencer par regarder un petit peu les différentes faces de la carte. Voilà, dessus, vous avez, j'ai décrit un petit peu la face avant. Hein. On va retrouver le bouton poussoir A qui est à gauche, le bouton poussoir B qui est à droite. Vous avez ici le connecteur GPIO qui va permettre, où on va retrouver toutes les pins du microcontrôleur qu'on va pouvoir récupérer. Vous avez 3 ports analogiques. Vous avez 3 ports analogiques P0, P1, P2 qui vont permettre de récupérer des signaux analogiques. Hein. Voilà, donc ça, on va pouvoir même mettre des connecteurs fiche banane si on veut. Voilà, si on a des connecteurs fiche banane, on peut directement se plugger dessus. On a la matrice de LED 5x5, on peut s'en servir comme capteur de luminosité ou comme système d'affichage. Ben, on ne peut pas se servir, pas les deux en même temps évidemment. Sur la face arrière, donc, vous avez un bouton de reset, vous avez le connecteur USB qui va permettre de se connecter sur votre PC pour la programmation. Vous avez un connecteur ici qui permet d'alimenter la carte avec une batterie. Voilà, vous avez une batterie qui se connecte directement, qui est fournie avec le kit qui se connecte sur votre équipement et qui permet directement d'avoir un système déjà autonome. Voilà, c'est vraiment extrêmement bien conçu. Et voilà, donc là, je viens de réaliser mon système. Alors, voilà. J'ai branché ma batterie, j'ai ma microbit, j'ai ma carte d'extension, j'ai déjà quelque chose qui fonctionne. Alors, ensuite, donc, effectivement, on a tous les capteurs qui sont situés sur la carte. On voit l'accéléromètre, le capteur température. Alors, le capteur température, attention, c'est un capteur qui va mesurer la température du microcontrôleur. Donc, c'est sensiblement à peu près la température de la pièce à 1 ou 2 degrés près. Pour la programmation en bloc, eh bien, on va commencer. Donc, vous avez quelques vidéos pour au niveau débutant, au niveau intermédiaire que vous pouvez visionner. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va attaquer directement l'activité. Donc là, on va sur un site qui s'appelle makecode.microbit.org. Là, vous avez le premier TP qui est très facile d'accès, où vous avez le rappel du cours. Et vous allez donc on rappelle un petit peu tout ça. On va se connecter sur le site donc makecode.microbit.org et on va créer un nouveau projet. Vous allez avoir l'interface qui va se présenter comme ceci, alors en espérant qu'elle n'ait pas trop évolué, avec la version 2 peut-être. Hein. Bon, vous avez la zone de travail où vous allez mettre vos blocs. Donc au départ, on va faire peut-être 30 minutes à base de blocs, pour vite regarder comment comment la facilité avec les blocs, sachant que vous pouvez programmer un bloc, et après on fera un petit peu du Python. On verra en fonction de l'avancement, de votre avancement. Donc ici, vous avez la zone de travail. Ici, vous avez les bibliothèques sur lesquelles vous avez trouvé tous les blocs. Ils sont classés par couleur. Nous, on va utiliser en priorité la catégorie bleu et rose, DOM, base et entrée. Vous allez glisser vos blocs ici. Vous avez ici un simulateur en temps réel qui permet de visualiser le comportement de votre carte électronique en fonction de votre programmation de blocs. Vous avez toujours systématiquement un bloc au démarrage qui est le bloc d'initialisation de votre carte. Donc c'est quelque chose qui va s'effectuer une seule fois lorsque le microbit va démarrer. Et ensuite, vous aurez un bloc toujours qui correspond à la boucle infinie. D'accord? Systématiquement, vous avez toujours ça. Vous avez une partie de programme initialisation où vous allez mettre vos variables, initialiser vos variables, et ensuite une boucle infinie dans laquelle vous allez mettre votre programme qui va tourner en boucle. OK? Donc, première activité, c'est vous suivez. On va aller afficher le texte bonjour. Donc, vous glissez, vous allez chercher afficher texte, vous mettez le texte bonjour et vous le simulez. Et éventuellement, après, vous programmez la carte. Voilà, ça va être hyper vite. Donc déjà, vous allez permettre d'afficher un texte sur la carte et sur la matrice de LED.
Alors là, il faut que tu passes sur donc le site makecode.microbit.org. On peut écrire du texte sur un truc 5 par 5. Oui, tu vas voir, tu vas voir ce que ça va donner. Donc une fois que je fais ça, il n'y a pas de compilation. Alors, donc une fois que vous avez... Alors... Donc vous êtes ici, vous allez faire un nouveau projet. Bah, vous l'appelez test. Vous allez donc récupérer un fichier texte. Vous allez le mettre au démarrage. Et vous allez mettre bonjour. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez programmer la microbit. Donc vous allez brancher votre microbit sur votre... alors déjà, vous avez le résultat. Vous pouvez visualiser le résultat sur le simulateur. Ah, dommage. C'est effrayant là. Donc alors, ici, une fois que vous voulez... Donc il affiche qu'une seule fois au démarrage. Hein. Donc il faut redémarrer le simulateur. Hop. Et quand vous démarrez, vous avez le message qui apparaît en scrolling sur l'afficheur LCD. Comme il vient de démarrer mon PC, j'ai pas eu le temps de... makecode.microbit.org. Tu vois, tu l'as ici, là. Donc une fois que vous avez, voilà, vous avez effectué le premier programme, bon, on va aller un peu plus loin, puis après on programmera directement la carte. Alors, on peut le télécharger. Donc là, si je veux le télécharger, j'appuie sur téléchargement. Alors, on peut connecter l'appareil. Moi, en général, j'aime bien télécharger en tant que fichier. Donc là, on voit qu'il m'a généré un fichier .exe ici. C'est ce fichier-là qu'il va falloir envoyer sur la carte microbit. La carte microbit est reconnue comme une clé USB. Donc là, je vais ouvrir le répertoire. Je vais afficher le dossier. Une fois que le dossier est fait, je sélectionne mon fichier, je fais envoyer, ouvrir, envoyer vers. Et là, j'ai microbit, j'envoie sur microbit. Et là, je télécharge le fichier sur la carte. Oui, on peut... tu verras que ça marche pas tout le temps. Alors, ici, si je regarde ici, je vais avoir directement... Alors... C'est qu'au démarrage, lorsque je le branche, effectivement, le message s'affiche qu'au démarrage. Voilà. Ici, vous avez le message qui circule. Je viens de programmer la carte. Voilà, en 3 minutes, j'ai fait mon premier programme. C'est bon, vous avez... voilà. Donc là, on a vu qu'on a programmé un texte au démarrage qui s'affiche sur la carte microbit. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, donc on se connecte sur le site makecode.microbit.org. Donc, maintenant, on va on va utiliser un détecteur. On va utiliser les boutons poussoirs A ou B pour lorsqu'on appuie sur le bouton A, on va afficher un icône. Lorsqu'on appuie sur le bouton B, on va afficher un autre icône. D'accord? Donc là, donc le défi numéro 1, c'est que quand vous appuyez sur le bouton A, vous allez m'afficher une icône pendant 2 secondes. Voilà, on appuie sur le bouton B, on affiche une autre icône, et après, quand on appuie sur A et B, on affiche un cœur. D'accord? Donc maintenant, on va utiliser un bloc qui est... Alors, je vous montre un petit peu. Je fais en même temps que vous. Alors, je suis ici. Donc, cette fois-ci, je vais prendre ce bloc-là. Si je veux l'éliminer, je le mets au milieu. Hop, il s'en va. Toujours, j'en ai plus besoin. Je vais utiliser lorsque A est pressé. D'ailleurs, lorsqu'on détecte un appui sur le bouton A, je vais afficher une icône. Voilà, j'ai affiché une icône. Je prends une icône et j'affiche une icône. Donc là, ça y est, je viens de faire mon programme. Je le teste, je simule. Une fois qu'il est lancé, s'il veut bien se lancer, voilà. Une fois qu'il est lancé, j'appuie sur le bouton A, j'ai mon icône. Maintenant, ce qu'il faut, le bouton A, c'est le bouton gauche.
entrée, dans la bibliothèque, dans la catégorie entrée, vous avez le bouton A. Donc là, en 2 minutes, j'ai intégré un bouton, j'ai intégré l'appui sur un bouton et j'ai affiché un texte ou un icône ou un émoticône. Donc maintenant, je veux l'afficher pendant 2 secondes et l'effacer. Donc là, il y a une petite manip à faire, il y a une tempo à mettre en place et effacer l'écran. Laurent, Oui. Comment tu sais que le programme que tu es en train de faire, il est dans la boucle toujours? Alors là, je ne suis pas dans la boucle toujours. Là, c'est une interruption, c'est-à-dire que quand il détecte un appui sur le bouton A, il va faire une fonction. Là, on n'est pas dans toujours. Attention, le bouton A, c'est une interruption. Lorsqu'on appuie sur le bouton A, il va procéder à un programme spécifique lorsqu'on appuie sur le bouton A. Ton truc sur l'icône, tu l'as trouvé où? L'icône, dans base, montrer icône. Vous voyez, les couleurs. Quand il est bleu, quand vous voyez une icône bleue, c'est qu'il est dans la catégorie bleue. Quand il est rose, il est dans la catégorie rose. Au départ, on va utiliser que ces 2 catégories. On va utiliser base et entrée. Donc là, si je veux réaliser le défi qui est proposé, c'est-à-dire que je veux l'afficher pendant 2 secondes et je veux l'effacer, il va falloir intégrer une petite tempo, donc une pause. Donc là, je vais chercher la pause. La pause, elle est là. Elle est soit en millisecondes, soit en secondes, microsecondes, pardon. Et donc là, je veux une pause de 2 secondes. Et après, je vais utiliser effacer écran. Effacer écran, voilà. Donc je prends mes blocs, je les organise. Je lance la simulation, je teste, j'appuie sur A, mon icône s'affiche, ça dure 2 secondes et il s'efface. Donc là, normalement, on s'amuse à utiliser le bouton A, le bouton B. On peut utiliser le bouton A et B, c'est-à-dire que si on appuie sur les 2 boutons en même temps, on a aussi une interruption qui correspond. Donc si vous voulez utiliser le bouton B, par exemple, vous allez utiliser la catégorie lorsque A est pressé. Je récupère de nouveau ça. Et cette fois-ci, je vais changer. Je vais utiliser B. D'accord? Et là, on va avoir une autre action lorsqu'on va appuyer sur B. Est-ce qu'il existe un endroit où on peut rechercher les fonctions ou alors tâtonner à chaque fois? Ici. Vous allez voir que la partie bloc est très très puissante quand même. Déjà, avec rien que les blocs, on peut faire des choses. C'est pas 2 secondes. Alors, pour le moment, le téléchargement, on le verra après. Pour le moment, bon. Là, c'est juste le affiché sur Alors, celui qui est sur l'écran. là, pour le moment, le simulateur, c'est bien. Alors là, par exemple, je vais programmer la carte. Alors, je reprends. Je veux programmer la carte. Regardez. Je veux programmer la carte. Je prends la carte. Je la branche sur le PC. Je vais appuyer sur le bouton télécharger. Quand je vais télécharger, il va me générer mon fichier hexadécimal qui correspond. Il va le mettre dans le répertoire téléchargement. Je vais ouvrir ce répertoire téléchargement. Je vais afficher le dossier. Je vais venir ici, je vais sélectionner mon fichier. Je vais faire bouton droit, envoyer vers, carte microbit. Une fois que j'ai téléchargé, voilà, il va mieux avec son icône. On voit que ça clignote, on voit que ça communique, que le fichier est en train de se télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, je peux le simuler directement. Alors, je vais brancher la pile, comme ça vous le verrez tous. La pile, elle est où? Voilà, là, de nouveau, j'ai réalisé mon programme. J'appuie sur le bouton A. On a vu en quelle vitesse j'ai programmé mon système et c'est devenu un objet autonome déjà. OK? Donc là, c'est bon. Ce que je demande aux élèves, c'est quand j'appuie sur le bouton A, je fais quelque chose. Quand j'appuie sur le bouton B, affichez-moi un autre icône. Quand j'appuie sur les deux, vous m'affichez un cœur. Bon, c'est toujours la même chose. Maintenant, on va aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand même, bon, afficher une icône, c'est bien, mais afficher une température, c'est mieux. Donc le défi numéro 2, c'est je vais utiliser ma fonction température. La fonction température me retourne la valeur de la température qui est mesurée par le microcontrôleur. Le microcontrôleur, il y a un capteur température intégré, il va me retourner la valeur. Donc cette fois-ci, ce n'est plus du texte que je vais afficher,
c'est ton nombre. Donc il va falloir maintenant modifier mon programme pour, lorsque j'appuie sur le bouton A par exemple, au lieu d'afficher un icône, je veux afficher un nombre. Alors, Ça y est, il fait 21,5 degrés. alors dans la 25 degrés, il met 21,5 degrés. 25 il met. 25? Là, il met 25. Alors, dans ton simulateur, il va te dire 21 degrés. Ouais. Parce que le simulateur, il ne peut pas te mesurer. Si je regarde ici, par exemple, j'enlève tout ça, je mets montrer nombre, d'accord, cette fois-ci, c'est un nombre que je vais récupérer. Je prends mon capteur de ma valeur température ici. Voilà, mon programme, il est fait. Ici, quand je simule, il me dit effectivement 21 degrés. Mais c'est un simulateur. Ici, je peux modifier la température de l'environnement. Et là, il va me mettre 38. Ici, j'ai un niveau qui me permet de simuler une température extérieure. Voilà, ça c'est juste... Là, je lui dis que la température extérieure, c'est ça. Et quand vous allez programmer votre carte, vous aurez la température réelle, bien sûr. Mais dans le simulateur, c'est vous qui fixez le niveau de température. Donc là, si tu as programmé la carte et déjà, tu as déjà la température. Donc, tu as mis en œuvre déjà un capteur de température et tu as affiché sa valeur. Au bout de 2 secondes. Juste une chose. Tu as dit qu'appuyer sur un nombre, c'était une interruption. appuyer sur un bouton, il le gère comme une interruption. Donc là, je lui demande toujours d'afficher la température. Et j'ai une interruption que si j'appuie sur mon bouton, il doit m'afficher l'icône. Non, mais là, si tu mets dans toujours, tu ne verras pas passer ton interruption. C'est tellement rapide que tu ne verras pas ton appui sur le bouton. Si tu le fais toujours, en fait, tu vas le faire 100 000 fois à la seconde et ton bouton, tu ne le verras pas. C'est un microcontrôleur, donc il ne gère pas le multitâche. Non. Donc, si j'appuie sur le bouton, il s'arrête. Le problème, c'est que là, je ne sais pas comment c'est codé, comment c'est transcrit en hexadécimal. Je ne connais pas l'interface, je ne connais pas l'intérieur du programme qui le transforme en hexa. Ce qu'il faudrait voir, c'est le code hexa réel. Je ne peux pas te dire. D'accord. Ah, tu as dit aussi qu'on peut le programmer en Python. Oui. D'autres langages. Alors, JavaScript. Là, tu as la liste là-haut. Alors, là, tu as une liste, mais ça, on est sur un point. Là, on est sur une programmation, mais pour Python, j'utiliserai un autre outil. Voilà, je n'utiliserai pas celui-là. On ne peut pas le programmer en Java ou en C. C'est pas fait pour ça, sinon tu prends du... Voilà, après, tu peux toujours avoir quelque chose, une interface qui va te mouliner ça. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir quand même du hexa, l'hexadécimal à la fin. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les compilateurs. D'accord, on trouve des compilateurs autres que... Peut-être que tu as d'autres compilateurs. Ouais, je ne peux pas... Aujourd'hui, je suis en bloc et en Python. Je suis que pour là. Voilà. Je me demande pas JavaScript, je me demande pas C, voilà, mes compétences s'arrêtent, mes recherches s'arrêtent sur ça. Ben après, si tu as besoin d'avoir un peu plus, déjà en Python, tu as beaucoup de choses. Mais effectivement, si on veut maîtriser, carrément, si on veut maîtriser, il faut un assembleur. Hein. Tu es au niveau bas niveau, assembleur. Là, si vraiment tu veux maîtriser le truc, c'est là, tu maîtrises tout. Mais jusqu'où on veut aller, quoi. Quel confort on veut avoir. Là, le bloc, ça, si tu veux programmer ça en C, déjà, tu auras du taf. Hein. Sur l'Arduino, tu as du taf. Hein. Bon, donc ça, c'était l'activité prise en main. Oui, donc c'était, normalement, ça se fait en 1 heure. On va passer sur l'activité, les variables. Donc maintenant, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un dé numérique. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça se programmait, quelle était l'interface, ce qu'on veut, c'est quand je secoue la carte, je secoue ça, et je veux un dé. Je veux afficher un icône qui me correspond à une valeur entre 1 et 6, comme un dé. OK ? Donc là, on va devoir utiliser donc des variables. Des variables, j'explique que c'est une variable, c'est un conteneur. C'est un conteneur, il peut être de plusieurs types. Il peut être de type booléen, c'est-à-dire qu'il peut avoir 2 valeurs possibles, vrai ou faux. Hein, ou alors de type entière, hein, où on peut avoir un nombre dedans. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de manipuler ces variables. C'est de voir comment on peut définir une variable et la manipuler avec des blocs. Donc alors, la première étape, c'est,
j'indique un petit peu comment on peut créer une variable. Et on peut déjà coder un compteur. Voilà, la première étape, c'était avant d'attaquer directement le dé, on fait un petit compteur. C'est-à-dire que quand j'appuie sur A, j'incrémente. Quand j'appuie sur B, je décrémente. Incrémenter, c'est ajouter 1. Décrémenter, c'est enlever 1. Donc au départ, je peux initialiser ma variable à 5. Et après, j'augmente ou je décrémente en fonction de... Donc là, on voit qu'on a, quand on crée une variable, si on crée une variable qui s'appelle compteur, on va voir qu'on aura deux modules, définir ou changer. Je crois que peut-être que ça a changé un petit peu de nom, mais vous vérifiez. Définir, ça veut dire que j'ai ma boîte où il y a ma valeur. Définir, c'est je vide ce qu'il y a dedans et je mets ma valeur. Hein, définir 0 à compteur, c'est je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je la vide et je mets 0 dedans. Par contre, changer, je garde ce qu'il y a dedans, mais je vais ajouter 1. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ajoute 1. Si je mets moins 1, j'enlève 1, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez la différence entre les deux? Il y a une variable. La première fonction, c'est je prends mon espace, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vide et je mets mon 0. Je sais que j'ai 0 dedans. Par contre, changer, là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais ajouter 1. Si je mets moins 1, je vais enlever 1. Changer, c'est pas affecter. Non, c'est ce que j'ai... Voilà. Changer, ça veut dire que je modifie. J'ajoute la valeur qui est à droite. Et si elle est négative, je vais enlever. Si elle est positive, je vais ajouter. Et oui, c'est pas le terme. Alors, je sais qu'ils l'ont peut-être. Je regarde. C'est modifié maintenant. C'est modifié, voilà. Alors, ici, je suis dans variable. Donc là, on va utiliser la catégorie rouge, variable. Je veux créer une variable. Ma variable, je l'appelle compteur. Donc j'ai une compteur et du coup, dès que j'ai créé ma variable, ici, je vois que ma variable est apparue, je vais pouvoir la sélectionner. Et ici, il m'a créé définir et modifier. Définir, ça veut dire qu'on a bien compris, ça veut dire que je vais remplacer ce qu'il y a dedans et je vais l'initialiser à une valeur. Et par contre, modifier, je vais ajouter ou je vais enlever en fait, en fonction de ce que je vais mettre ici. Donc maintenant, programmez-moi, j'appuie sur le bouton A, j'incrémente, j'appuie sur le bouton B, je décrémente. Et au départ, je veux 5 dedans. Je veux initialiser 5 à ma variable compteur. Et chaque fois que j'appuie sur A, chaque fois que j'appuie sur B, je fais une action. Et j'affiche, bien sûr. Donc là, on vient de voir, on vient d'utiliser les boutons, les deux boutons. Et on vient donc d'exploiter une variable et de gérer cette variable. Comment on amène le bloc qui dit que c'est l'initialisation? Alors, il me faut ici, au départ, il me faut le bloc démarrage. Au démarrage. Et ici, donc, je vais définir au démarrage la valeur 5. Voilà. Ça, il y a toujours, c'est toujours... donc ça veut dire qu'au départ, je veux initialiser cette variable à 5, elle sera à 5. Et ensuite, lorsque j'appuie sur le bouton A, si je veux modifier ça, alors, effectivement, au démarrage, je vais afficher cette valeur. Je vais afficher cette valeur. Voilà. Donc là, j'ai affiché ma variable. Donc là, déjà, je fais un premier test, je simule, et normalement, je dois avoir 5. C'est bon. Si j'appuie sur le bouton A, cette fois-ci, je vais modifier cette valeur. Je vais ajouter 1. Alors, c'est plutôt B qui va incrémenter, donc c'est B qui va incrémenter. Je vais ajouter 1 et je vais rafficher ma valeur. Donc là, on a utilisé... donc le bloc va être à peu près similaire. Je le duplique, parce que je suis un feignant. Ici, je vais utiliser A. Je vais faire... par contre... Ça s'affiche en gris quand il y a un double, quand il y a un doublon, il s'affiche en gris. Hein. Voilà, donc là, à peu près, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un bloc de démarrage et j'ai deux blocs quand j'appuie sur A et quand j'appuie sur A. On va tester. Quand j'appuie sur A, alors attends, pourquoi modifier? Ah oui, j'ai montré 0, c'est pas bon. On va faire montrer quand même le bon chiffre, voilà. Et montrer là-bas. Il faut que je montre le compteur quand même. Voilà, donc on fait la simulation, on regarde si ça fonctionne. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, il m'a enlevé des... Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais...
Alors, Différemment, 5, voilà. sur des programmes. J'ai mis dans toujours montrer le nombre, et le compteur. Et après, quand on appuie sur les boutons A et B, je modifie la valeur des compteurs. Mais dans toujours, j'ai juste affiché le compteur. Ah ben, ça veut dire que tu boucles et tu affiches toujours. Ouais. Donc c'est pas fait. Là, je ne monopolise pas l'activité du processeur. C'est-à-dire que je n'agis que quand il y a un changement d'événement. Donc là, au démarrage, je vérifie mon code. Au démarrage, donc j'ai défini ma variable, je l'affiche. Quand j'appuie sur le bouton A, j'enlève 1, je l'affiche. Quand j'appuie sur le bouton B, j'ajoute 1, je l'affiche. C'est vrai que là, oui. Et comment au nombre tu mets compteur? Essaye de développer ta question parce que... Montrer le nombre, comment tu as mis compteur? Ah, je l'ai pris, je suis allé dans variable ici. Et dans variable, j'ai l'ensemble des variables que j'ai déclarées. Si je vais dans variable, tu vas trouver ta variable compteur. Tu l'as appelée Toto, tu auras Toto. Hein? Ok, d'accord, c'est bon. Donc là, ben, c'est simple, je branche ma carte, je la programme et ça y est, j'ai mon compteur. J'ai mon système de... Vous voyez, donc oui, c'est ce que j'ai fait. C'est qu'en fait, quand tu te mets dessus, tu fais bouton droit dupliquer. C'est pour ça que tout à l'heure, il était grisé. Parce que j'avais deux, lorsque le bouton A est pressé, il me disait, attention, tu m'as déjà créé, lorsque A est pressé, il me l'a mis en grisé. Par exemple, si je veux dupliquer mon bloc là, je veux dupliquer celui-là, je fais dupliquer, et par exemple, et là, tu vois, il est grisé. Si quand j'appuie sur A et B, je veux effacer l'affichage, par exemple. Voilà, lorsque j'appuie sur A et B en même temps, donc là, vous allez voir, sur la simulateur, vous aurez un bouton A plus B qui apparaît. Parce qu'effectivement, on ne peut pas appuyer avec la souris sur A et B en même temps. Donc là, sur le simulateur, vous avez ici, j'appuie sur A, donc je décrémente, j'appuie sur B, j'incrémente, et quand j'appuie sur A et B, j'efface. Alors, lorsque le texte à afficher est plus long, c'est un scrolling directement qui va se mettre en place. Quelle est la finalité des microbits? C'est pour les enfants? Alors, c'est pour tous les niveaux. En fait, ça veut dire que la BBC a développé cette carte pour apprendre à programmer aux élèves de collège. Et ils ont donné à 1 million d'étudiants une microbit. Et donc, ça a permis aux élèves anglais de fortement s'imprégner du langage informatique. Et après, ça a tellement eu d'engouement que les constructeurs ont développé ces systèmes-là adaptables, permettant après... et après est apparu l'interface Python. C'est-à-dire que ça a tellement évolué qu'ils se sont dit, maintenant, on veut au lycée utiliser cette carte, parce que les projets se développent très facilement, très rapidement. On a des résultats où les élèves ils réussissent, ils sont contents, et ils ont envie d'apprendre parce que ça marche. Et c'est facile. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être une carte à jouer si on veut développer un robot de façon simple, sans se prendre la tête au départ, en pilotant des moteurs. Et après, si on veut complexifier, c'est toujours facile. Donc maintenant, le défi, c'est de faire un dé. Donc là, pour faire un dé, il nous faut un nombre aléatoire. Là, on va aller chercher dans la catégorie mathématique, où on va avoir la fonction random qui va nous retourner un nombre aléatoire. Donc là, si on veut changer de programme, c'est simple, on met tout à la corbeille. Hein, voilà. Comment on fait pour mettre à la corbeille? On passe, tu mets dans la bibliothèque, ici, hop, et voilà. D'accord. Donc là, effectivement, en mathématiques, donc là, on va avoir... Choisir au hasard. Voilà, choisir au hasard. On place le bloc ici. On va mettre, donc on va déterminer une variable. Alors ici, par exemple, variable, ce compteur, ça ne me convient plus. Voilà. Je crée. Alors comment on va supprimer la variable. Donc ici, valeur. Je peux créer une variable valeur. Lorsque j'appuie sur A, par exemple, je vais afficher ma valeur. D'abord, je vais l'enregistrer. Mon dé, il va aller bien sûr de 1 à 6. Et là, par exemple, je peux ensuite montrer ma valeur. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire c'est tout simple. Il n'y a pas d'icône. Voilà, donc là, j'affiche mes valeurs comme un dé aléatoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je veux afficher une icône qui correspond, au lieu d'afficher 5, je veux
effectivement une icône qui m'affiche 5 points, un icône qui correspond à 5 sur ma matrice de LED. Et après, au top, c'est quand je secoue, je veux afficher ma valeur. Donc là, ben, secouer, vous avez dans Entrée, vous avez lorsque secoué, eh ben, vous faites une action. Tout est facile. Il n'y a pas besoin de gérer l'accéléromètre. Vous avez une fonction qui détermine que vous avez secoué la carte. Donc là, on vient de voir aussi gestion de l'accéléromètre. Donc vous avez des fonctions logiques. Lorsque vous allez faire une comparaison, là par exemple, ici, au lieu d'afficher la valeur, ici, je vais tester ma valeur. Si ma valeur est égale à 1, je vais afficher l'icône qui correspond à 1. Si la valeur est égale à 2, je vais afficher l'icône qui correspond à 2, etc. Et ensuite, je mets une petite tempo de 2 secondes et j'efface. Et là, ça y est, j'ai obtenu mon dé numérique. Alors après, ben, c'est simple. Maintenant, on va utiliser de la logique. Si, là, on voit que si on a une condition ici, donc il va falloir utiliser ici une comparaison. Si ma valeur est égale à 1, alors je vais afficher dans la matrice de LED, voilà, hop, je vais afficher 1. D'accord? Là, on voit que si ma valeur, ma condition est ici, si ma valeur est égale à 1, la valeur, donc le nombre aléatoire ici de ma fonction mathématique va être enregistré dans ma variable valeur. Et ensuite, je compare. Si ma valeur est égale à 1, si cette condition est vraie, je vais afficher ici. Si cette condition n'est pas vraie, je déplie, et là, je vais refaire une comparaison. Si ma valeur est égale à 2, j'affiche l'icône correspondant à 2. Alors, il faut que je mette la comparaison. Hein. Toujours. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, bon, parce qu'après, si ça devient un peu... On peut parfaitement dupliquer ça. C'est peut-être le plus simple. Hein. Si ma valeur est égale 2, j'affiche l'icône 2. Alors, je ne sais pas comment c'est sur un dé si c'est comme ça. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, comment ici? On met une pause de 2 secondes derrière et on efface. Et voilà, on a réalisé notre dé numérique. On programme le dé. Vous vérifiez. Alors, quand vous faites la simulation, alors, comment ça se passe lorsque secoué? Ah oui, dommage. Il faut que je mette lorsque secoué. Voilà. Donc voilà, vous avez, quand vous faites la simulation, vous avez un petit bouton qui s'appelle Shake qui correspond à secouer. C'est-à-dire que là, vous allez simuler qu'on secoue la carte. Si je secoue la carte, voilà. Donc vous avez le simulateur qui vous permet de vérifier que votre programme il est cohérent.
Voilà, donc on voit bien que j'ai secoué la carte. Et à chaque fois que je secoue, il m'affiche au bout de 2 secondes et après il m'efface mon résultat. Une fois que vous avez le simulateur qui correspond à votre dé, vous générez votre fichier exécutable et vous l'envoyez sur votre carte microbit. Voilà. On programme la carte. Une fois que la carte est programmée, on met sa petite pile et ça y est, on a notre objet connecté qui correspond à un dé numérique. Lorsqu'on débranche l'alimentation de la carte, le programme est sauvegardé dans une mémoire flash, donc il n'est pas perdu. Voilà, donc là, normalement, hop. Ah oui, il faut attendre qu'il s'efface. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il est secoué dans l'info? Qu'est-ce qui fait que secouer? Le secoué, Il y a un accéléromètre. Un accéléromètre 3 axes qui détecte que tu as la secoué. Alors tu peux détecter qu'il y a une accélération d'un côté ou d'un autre, sur tous les axes. Avec les étudiants, on avait fait un capteur de chute de personnes âgées. C'est-à-dire que quand ça chute, tu détectes l'accélération qui est de 1 G, et ça te permet de dire que la personne est tombée. Ou que l'objet est tombé sur lequel est fixé la microbit. Donc là, vous êtes avec la version 1. Hein. Là, vous êtes avec la version 1, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de parleur. On est sur la version de base. Maintenant, ils ont intégré pour le même prix un microphone et en plus, hein, 20 €. 20 € avec le chargeur, les piles, oui, le câble. Non, c'est pas cher. Alors je sais pas, moi quand je les ai achetés, ça valait 20 €. Hein. En fait, vous avez ça, vous avez une boîte comme ça. Vous avez une boîte qui avec tous ces éléments-là, vous avez ça dedans et les piles. Donc alors, tout ça, on voit que c'est quand même extrêmement pratique. Donc maintenant, on va passer sur la phase. Donc est-ce que tout le monde a réussi à faire son dé numérique là? Non? J'aimerais bien passer. Bon, on va être un peu chaud, mais voilà. La suite, c'est on va programmer en Python et on va allumer des feux. Là, ça c'est peut-être la deuxième formation, c'est je vais passer sur... Là, on a vu les blocs, on a vu que c'est facile, on a vu que c'est pratique, on a vu qu'on fait facilement un objet connecté. La deuxième formation, ce sera, je vais rentrer plus la partie électronique. Et là, on va utiliser des platines d'essai et on va se connecter directement sur les ports de la microbit. Et là, on va piloter soit un éclairage, des LED, soit un petit moteur. Ça, donc là, effectivement, c'est le TP numéro 2. Vous avez vu, donc là, on a fait en 1 heure 2 TP qui prennent à peu près, bon, pour les élèves, 3 heures. Après, vous êtes, voilà, on était vite, bien. Alors, par contre, je vous conseille que le TP3, n'est pas évident du tout. Parce que là, cette fois-ci, il va utiliser une fonction qui s'appelle temps d'exécution. Il faut savoir que quand la carte démarre, elle commence à compter. À partir du moment où vous démarrez la carte, vous êtes alimenté, elle va commencer à compter. Et donc, à partir du moment où elle commence à compter, elle va compter les millisecondes. Elle a une grosse variable, un endroit où un gros stockage où elle va compter ces millisecondes. Et c'est cette fonction qui va nous permettre de faire un chronomètre. Donc l'objectif du TP numéro 3 est assez... là, ça pose quand même pas mal de difficultés aux élèves, puisqu'en fait, ils vont récupérer... L'objectif, c'est j'appuie sur le bouton A, je déclenche mon chronomètre. J'appuie sur le bouton B, j'affiche le temps qu'il y a eu entre l'appui entre A et B. Et je l'affiche en heures, minutes, secondes. Non, en bloc. Oui, en bloc. Oui, ça veut dire qu'il faut faire une conversion. Alors, comme les élèves... Alors, donc j'explique qu'il y a deux fonctions. Quelle est la différence entre arrondir et tronquer? Arrondir, lorsque j'ai 3,9, j'arrondis, je suis à 4. Tronquer, 3,9, je tronque, c'est-à-dire que j'enlève la partie après la virgule, il me reste 3. Tronquer, c'est j'enlève tout ce qui est après la virgule. Arrondir, c'est j'arrondis vers le plus proche.
Donc déjà, j'explique ces deux fonctions. On doit utiliser des fonctions de divisée. Comme quand on va diviser, effectivement, on aura des virgules. Il va falloir, nous, on va se débarrasser de nos virgules, de tout ce qui est après la virgule. Donc là, j'explique exactement ce qu'il faut faire. Et surtout, je donne la procédure ici, comment transformer des millisecondes en heures, minutes, secondes. Ça, ils ont du mal. Bon, vous allez y arriver. Et donc, je décris chaque bloc de fonction, ce qu'il faut faire. Avec un exemple. Là, c'est pour le formalisme, c'est on doit faire ça, on a tant de variables, on stocke dans la variable, on traite la variable, on la divise, on la tronque, on la soustrait, etc., etc. Tout est décrit. Vous, normalement, il n'y a pas de souci. Vous utilisez les blocs. Il y a les blocs tronqués, les blocs divisés, des blocs soustraire, des blocs multipliés. C'est que des fonctions mathématiques. Voilà, là, il y a un formalisme à garder, une rigueur pour arriver au résultat. Et après, il faut l'afficher. Et à un dernier, je leur demande d'utiliser une fonction. C'est-à-dire que je vais appeler une fonction d'affichage qui va me permettre d'afficher cette heure, minute, seconde correctement en scrolling ici, de façon propre. Et là, vous allez voir, vous avez une fonction qui s'appelle concaténer, qui est très bien. Je vous la montre. Ah, mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors, on a avancé. Texte. Voilà. Concaténation, c'est pas mal. Celle-là, elle est bien parce qu'elle permet de concaténer, c'est-à-dire ajouter à la suite du texte ou des valeurs, hein, qui permet d'ajouter heure, H, minute, M, seconde, S. Cette fonction, elle est géniale. Ça permet d'afficher un texte en mettant des variables, du texte à la fois. Il concatène tout et il affiche ça sur le. Là, ça simplifie pas mal. C'est plus simple en bloc qu'en programmation. Ah ouais, là, en programmation, tu as des changements tu dois changer ton entier en texte et tu dois afficher que du texte. Là, il fait tout nickel. Là, ça veut dire que si je mets ma variable, il accepte les variables, il accepte tout. C'est quand même. Là, je mets une variable ici, je mets du texte et puis après, je l'affiche. Alors, par exemple, je montre. Hein, parce que j'appuie sur A. C'est rigolo, c'est de voir comment c'est dans texte. Voilà, par exemple. Et après, on peut rajouter autant de choses qu'on veut. Hein. Bonjour, une valeur. Bon, la valeur, je ne sais pas comment elle va être. On va voir ce que ça va donner, mais je ne sais pas ce qu'il aura dans valeur, mais on va voir. Là, il va m'afficher peut-être n'importe quoi. Hein. Vu que valeur n'est pas initialisée, 0. Voilà, il y avait 0 dans valeur. Il y a 60 ans, on aurait fait ça en basique. Ah. Dans notre collège, c'est exactement le langage basique qui a été fait pour apprendre aux gens à faire des choses comme ça. Mm. Et il est parfait pour manipuler les chaînes de carré. Ah oui, c'est Beaucoup plus que le C qui est... Ben, le C est beaucoup plus rigoureux. Voilà, c'est ça, c'est toujours, on a la rigueur d'un côté où on veut allouer l'espace, et on a les entiers c'est là, les flottants c'est là, la chaîne de texte c'est là, le caractère il est là, le pointeur il est là, l'espace alloué il est dédié, et après on a la partie où on se soustrait de tout, jusqu'au moment où ça marche plus. On sait pas. Tous les basiques modernes t'obligent à déclarer une variable. Ouais. Enfin, sur l'IDE, là, il y a une fonction qui est sympa de découvrir, c'est que tu cliques sur Python Et tu as le Python qui est... et tu modifies ton Python, tu reviens en bloc et il te le refait automatiquement. Ouais. Alors, il y a une limite quand même. Hein. Il y a un moment où tu ne pourras pas. Hein. Il y a un moment où ça ne marchera pas. Hein, parce que tu n'auras pas l'équivalent bloc hein, de ce que tu veux faire, ou c'est trop complexe. Hein, attention, là, oui. Mais par contre, ça te donne une vision du code Python qui correspond à ce que tu as écrit. Ça, c'est bien. Mais on ne va pas utiliser celui-là pour la suite, pour Python. Donc pour la suite, donc là, donc on a ce module-là, cette carte-là. Donc on a une carte AEC qui est directement implantée dessus. On a ce module-là qu'on peut acheter à part, qui est bien pour intégrer dans nos systèmes. Et avec ce module-là, on peut facilement implanter la carte. Alors le problème, c'est qu'on peut l'implanter dans les deux sens, évidemment. Il faut l'implanter avec les boutons A devant, sinon ça ne marche pas. Et là, on peut directement coder notre petit circuit électronique, afficher une LED, allumer une LED,
piloter un moteur, faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça peut servir pour les projets robotiques. Voilà. L'équivalent. Ah, tu as l'équivalent avec d'autres. Il y a deux boutons, il y a des boutons qui sont déportés. Alors, il y a même des manettes aussi. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a des tas et des tas de. Alors, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a carrément réalisé à base de Lego un feu tricolore. On a utilisé ce petit circuit qui vaut quelques centimes d'euros en Chine, qui permet d'avoir 3 LED avec des résistances qui sont déjà soudées dessus, avec les bonnes valeurs. Et là, ben, la prochaine étape, c'est on va brancher notre carte microbit, on va programmer en Python notre code hexadécimal qu'on va envoyer sur la carte, et on va devoir gérer un feu tricolore. Voilà. Bon. Après, voilà, vous avez vu déjà en 1 heure déjà la présentation de la carte, la simplicité. Donc là, j'en ai pas mal. Enfin, j'avais prévu même. Je ne savais pas trop comment on allait avancer, mais j'en ai quelques-unes. Hein. C'est-à-dire que j'avais pris. J'en ai quand même. Voilà. On a même prévu le bouton poussoir au cas où il y a un passant qui veut circuler. Je veux dire, ça, c'est des platines de test pour les élèves pour déjà dégrossir un petit peu et commencer à utiliser les composants électroniques et commencer à. Voilà. Donc, c'est des produits qui ne sont pas onéreux. Surtout, on a une réussite très rapide des élèves. C'est facile. Bon, après, ben, par contre, en Python, il va falloir être plus rigoureux. Il va falloir indenter son code. Indenter, qui sait ce que c'est indenter? Sauf toi? Commenter? Non. Non. Commenter, c'est très bien. Un codeur, il doit commenter son code. Pourquoi il doit commenter son code? Parce que celui qui va passer derrière, il faut qu'il comprenne ce que tu as voulu faire. Et si c'est toi, tu reviens dans 6 mois, tu vas mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Indenter, c'est avec les tabulations. C'est ça, c'est les décalages. L'indentation permet d'établir quels sont les blocs qui sont concernés par une condition. Par exemple, on a une condition, if quelque chose, if une condition, et là, on a un bloc qui va être exécuté pour cette condition. L'indentation est très importante. Si vous mettez des tabulations avec la barre espace, ça ne va pas marcher, vous allez en oublier une, ça va pas. Non, il faut utiliser la touche tabulation. De toute façon, dans tous les cas, lui, il va auto-implémenter. C'est-à-dire que quand vous allez écrire du code, on va beaucoup travailler avec des objets, vous allez mettre un point, il va vous indiquer quelles sont les fonctions de l'objet disponible. Quand vous allez à la ligne, il va indenter automatiquement. Si vous mettez des espaces en plus, bah, effectivement, vous aurez des erreurs dans le code. Parce que vous n'aurez pas le nombre d'espaces qui va pas aller. Si vous mettez une majuscule et une minuscule, il va vous dire, ah non, attention, ce n'est pas les mêmes variables. Comme on ne déclare pas les variables, si vous trompez d'une lettre, votre code ne marchera pas, vous ne saurez pas pourquoi. Mais pourquoi? Parce que vous aurez 2 variables. Une qui s'appelle Toto et l'autre qui s'appelle, par exemple, Toti. Ben, ce n'est pas les mêmes variables. Ou une majuscule, un T majuscule Toto et un T minuscule Toto, ce n'est pas les mêmes variables pour lui. Et comme on ne déclare pas, on peut facilement s'y perdre et avoir une erreur toute bête et on passe 1 heure à débugger parce qu'on ne comprend pas. Alors c'est python.microbit.org. D'accord, tout le temps en ligne. Donc l'avantage donc, du microbit, c'est que vous n'installez pas de programme sur votre machine. Hein? Là, ouais, je viens de me connecter sur python.microbit.org. Ça y est, j'ai du code Python. J'ai les lignes, j'ai ma bibliothèque ici qui est importée, et j'ai ma boucle infinie qui est là. On retrouve ma boucle infinie, toujours, elle est là. While, tant que c'est vrai, ben, c'est toujours vrai. Hop, j'affiche un cœur et j'attends et j'affiche du texte après. On voit qu'il n'y a pas de point-virgule. Ici, on a l'objet qui est l'afficheur. On montre à l'afficheur une image qui est un objet et qui est un cœur. Voilà. Là, j'affiche en scrolling le texte. Voilà, vous aurez, ce sera très compliqué à comprendre. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que je vous fournisse peut-être un ensemble de fonctions de base qui permettent de ne pas se prendre la tête à chercher pendant des heures. Et sur Microbit, si tu nous conseilles de passer par ça pour programmer un Python. Ah ben oui, pas par Make. Oui, moi je vous conseille de commencer par ça. Vous aurez le simulateur aussi sur le côté. Voilà, moi je préfère celui-là. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Et c'est la même
racine, enfin, je veux dire, c'est toujours sur microbit per error. Oui, sauf que là, c'est vraiment. Là, on n'a pas l'équivalence en bloc. L'équivalence en bloc, tu vas voir, quand tu vas commander un Python, il ne va pas pouvoir faire l'équivalence en bloc des fois, et ça va poser souci. Là, c'est que du Python. Par contre, là, dès que tu auras une erreur sur ton code Python, tu as un débugger qui va t'indiquer la ligne où tu as l'erreur. Tu auras un gros point rouge qui va te dire là, cette ligne-là, c'est pas bon. Là, ben, tu te concentres sur la ligne et tu regardes caractère par caractère où c'est que tu as pu te tromper. Bon, voilà, je crois que normalement, on devait déménager à 37. Vous avez donc là, ben là, ben, c'est simple. La prochaine étape, c'est je dégrossis les fonctions de base en Python. On fait les premières on fait une activité, voilà, un peu en courant, un peu vite. Il faut un PC, pour programmer. Hein. Et de suite, vous allez voir, vous avez vu déjà le résultat que vous obtenez en 1 heure.